On va commencer cette heure avec notre premier invité. C'est un jeune homme courageux, une vraie star du journalisme international. Le journaliste Mortaza Beboudi est avec nous ce soir. Bonsoir, Mortaza. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes grand reporter et réalisateur. Vous êtes de passage à Montréal parce que jeudi, vous avez participé, c'était à l'Université de Montréal, à un colloque. Vous étiez d'une table ronde intitulée «L'effacement des femmes afghanes dans les récits de la guerre». C'est le pays où vous êtes né, l'Afghanistan. Vous avez tout juste 30 ans. Vous avez le même âge que Joey Obey. Oui. Vous êtes né comme lui en 1994 en Afghanistan. En 96, 2 ans après votre naissance, donc vous avez 2 ans. Vos parents fuient le régime des talibans pour s'installer en Iran. C'est là que vous grandissez. Oui, c'est ça. Oui, il y a plein de légendes autour de vous déjà. En 2009, est-ce que c'est vrai que vous vous mêlez à la foule des manifestants? On se souvient, en 2009, il y a eu un vrai soulèvement en Iran contre le régime à l'époque. Vous vous mêlez à la foule, vous avez 15 ans pour photographier les mouvements de manifestation. Qu'est-ce qui se passe, Mortaza? C'est une pulsion? Vous êtes né pour être journaliste? J'étais en fait un gamin, non pas du tout. Au début, en fait, c'était un cadeau de ma cousine, en fait, un petit appareil photo, comme tous les gamins, en fait. J'ai descendu dans la rue pour photographier, filmer, en fait, ces gens qui manifestent. Je savais même pas pourquoi, en fait, ils manifestent. Donc, parce qu'à la radio, à la télé, en Iran, enfin, il y a toujours, en fait, partage des propagandes. Donc, on ne sait pas tout ce qui se passe, en fait, dans les rues. Oui. Et donc, j'ai commencé à photographier. Puis après, ils m'ont arrêté, les gardiens de la révolution. Donc, les gardiens de la révolution, ce sont, en fait, un groupe d'armée en Iran très important, lourdement armé. Donc, ils m'ont mis en garde à vue pendant 48 heures. Ils m'ont demandé pourquoi vous prenez des photos, à qui vous allez envoyer ces photos. Alors, je dis, j'ai 14 ans, je prends pour moi-même, pour mon album personnel. Donc, puis après, ils m'ont libéré après 48 heures. Ils m'ont confisqué mon appareil photo. Et puis après, en fait, je me dis, non, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, je suis journaliste. Oui, ça vous habite, puis ça va revenir, bien sûr, de vous faire arrêter. En 2012, vous retournez à Kaboul pour faire vos études. Vous fuyez le pays en 2015. Oui. En fait, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette mon fois-là? ami Javid Nouri, on a fait une enquête sur le marché d'opium dans le sud d'Afghanistan, parce qu'en fait, déjà, faire du journalisme en Afghanistan, c'est un crime pour les talibans. Donc, nous, on a enquêté cette marché d'opium. Où va-t-il? Comment ils se financent les talibans avec l'opium? Et donc, on a eu des problèmes. Javid, on a reçu des menaces, des lettres de menaces par les talibans. Et donc, comme je fais partie de la minorité persécutée en Afghanistan, les Hazaras, et donc, en fait, Javid est allé voir ses parents parce qu'il s'inquiétait. Il vivait dans le nord d'Afghanistan. Il était arrêté sur la route. Il a été décapité. Donc, ses parents sont toujours en Afghanistan. Et puis, moi, je me suis caché à Kaboul plusieurs semaines. J'ai demandé à l'ambassade des États-Unis, l'Italie et la France, finalement, qui m'a donné un visa. Je suis arrivé à Paris, SDF, sans domicile fixe, pendant plus de 2 mois et demi. Vous parlez pas français? Un mot de français, non. À l'époque. Et vous vivez dans la rue jusqu'à ce que vous soyez pris en charge par la Maison des journalistes. Une association qui accueille les journalistes exilés politiques depuis 2002. Et donc, j'étais hébergé là-bas. J'ai trouvé un toit. Puis après, je dis, voilà, il faut apprendre le français maintenant pour communiquer avec le peuple français. Mais là, tout ce que vous racontez là, ça date d'il y a 10 ans, là. Oui, c'est ça, il y a 10 ans. Oui, puis il s'est passé plein de choses. Beaucoup on va continuer, vous allez voir. Beaucoup d'admiration. Alors, vous commencez à travailler pour des médias comme Mediapart, France 2. Vous réalisez des reportages, vous gagnez des prix. Le 7 janvier 2023, Mortaza, alors que vous étiez en reportage à Kaboul, en Afghanistan, vous avez été fait prisonnier, cette fois, par les talibans. Vous avez été torturé et finalement libéré après 284 jours de détention. Alors, transportons-nous le 7 janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe à Kaboul ce jour-là pour vous? En fait, après plus de 30 de missions en Afghanistan pour plusieurs chaînes de télé comme Envoyé spécial, France 2, France Inter, Mediapart, plusieurs journaux. Et donc, le 7 janvier 2023, j'étais devant l'université de Kaboul pour parler, en fait, donner la parole, le micro aux filles afghanes qui manifestaient devant la fac pour rendre leur thèse et ensuite obtenir leur diplôme. Donc, elle n'arrivait pas, c'est pour ça, en fait, elle manifestait. Donc, j'ai commencé à photographier ces filles et j'étais arrêté par un agent renseignement des talibans. Les renseignements talibans font partie, en fait, du groupe Haqqani, l'ombre d'Al-Qaïda. Donc, ils sont très dangereux aujourd'hui, bien sûr. Ce sont des anciens prisonniers de Guantanamo. Et donc, ils m'ont arrêté, emmené au commissariat avec les yeux bandés, mes mains menottées. Les pieds menottés aussi. Les pieds menottés. Et ils m'ont gardé pendant plus de 7 mois dans une prison de renseignement où je ne voyais même pas le ciel. Ils m'ont frappé, fouetté, des chocs électriques. Ils m'ont arraché des dents. Tous les jours. Fouetté tous les jours pendant 3 mois. Pendant 30 minutes par jour. 30 minutes par jour d'abord. Puis après, en fait, ils nous ont foutus dans une autre prison où on était
avec plusieurs prisonniers, des jeunes qui manifestaient, notamment des jeunes, des filles, des jeunes femmes qui ont été aussi arrêtées l'après-midi. Parce qu'en fait, pour moi, c'est important. Moi, j'ai déjà raconté les tortures que j'ai subies sous ce régime. Mais ces filles qui manifestaient dans les rues de Kaboul, arrêtées dans ces prisons de renseignement, elles chantaient, même dans la prison, elles résistaient. Et la nuit, elles criaient. Parce qu'en fait, elle était torturée en fait toute la nuit. Elle était torturée toute la nuit et qu'en fait, nous, on était là, les hommes, en fait, enfermés de l'autre côté. Nous aussi, en fait, torturés. Et c'est pour ça qu'en fait, en Afghanistan, on voit beaucoup de femmes qui aujourd'hui résistent dans les rues. Aujourd'hui, elles sont effacées parce que l'Afghanistan, c'est le seul pays où les femmes sont effacées de l'espace public. Aujourd'hui, les talibans sont en train de fermer les fenêtres même, qu'elles ne puissent pas regarder depuis l'extérieur. Oui. Vous parlez beaucoup, là c'est votre côté journaliste, là. Vous parlez des autres et c'est très bien. Mais revenons à ce que vous avez vécu. Comment vous avez fait pour tenir pendant tous ces mois, Mortaza? Pour tenir, en fait, c'était difficile au début parce que 3 mois de torture, puis des chocs électriques pour me faire avouer que je suis un espion pour le service français alors que j'étais un seul journaliste. Vous tapez sur Internet, c'est un journaliste. Non, en fait, ils voulaient me faire avouer aussi, enfermer les médias. Comment j'ai pu tenir parce qu'en fait... au bout de 3 mois, un agent de renseignement est venu vers moi et en me tapant, en frappant avec un fouet, ah merde, on peut plus vous tuer parce que vous êtes partout dans les médias, à la télé. Et donc, en fait, les médias m'ont sauvé la vie. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. La pression fonctionne. Et il faut en parler, en fait. Il faut en parler parce que ces prisonniers politiques qui sont aujourd'hui enfermés, qu'on ne sait parfois pas où sont-ils. Et donc, il faut en parler. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, dans la prison de Est-ce penser que vous saviez que vous étiez soutenu par des organisations comme Reporters sans frontières quand vous étiez emprisonné? Est-ce que vous le saviez, non, ça? au début, non, pas du tout, en fait, parce que j'imaginais pas rester vivant, d'abord. Et il y a beaucoup de prisonniers qui se sont suicidés, en fait, dans la prison, même dans la cellule. J'ai vu ça. Il fallait beaucoup de gens, en fait, ont été torturés à mort. Vous nous racontez ça comme si vous parliez de votre liste d'épicerie. C'est assez hallucinant quand même. Là. C'est traumatisme. Je vois 2 psychologues, une psychiatre toutes les semaines en France. Et donc, en fait, ça fait partie de ma vie aujourd'hui, les cauchemars tous les soirs. Et donc, pour tenir tout ça, j'ai envie d'encore continuer de raconter en fait la souffrance de ces femmes, cette jeunesse en fait en Afghanistan, en Iran, dont je parle dans notre bouquin avec Marine Courtade, Femmes, Vie, Liberté, où en fait cette jeunesse ne demande pas seulement un changement, elle le construit. En sortant dans les rues, en manifestant. Et donc, on a voulu raconter les artistes de l'ombre. Les artistes de l'ombre, ou en fait un tatoueur qui tatoue le slogan Famille Liberté sur les mains, sur la peau, enfin les chanteurs qui chantent en fait, qui s'affichent sur les réseaux sociaux, les cliniques clandestines, et parler aussi en fait alors que tout ça est interdit, Mortaza, bien sûr. Hein. Alors pour que les gens puissent suivre le programme, là, je le pointe à la caméra, ce livre que vous alliez publier dans quelques semaines, en mars, aux éditions du Rocher, Femmes, Vie, Liberté. C'est le livre que vous venez de mentionner. C'est le livre où vous faites le récit de ce que vous avez observé comme journaliste, parce que vous avez été le seul journaliste européen pendant que Pierre Lapointe soupire. Hein, c'est beaucoup d'informations. C'est hallucinant. C'est un héros. C'est magnifique. Alors, un reporter triste, infiltré au cœur de la révolte iranienne. Alors, rappelons ce qui s'est passé le lendemain de la mort de Masha Jina Amini, qui avait 16 ans, 17 ans. Mahsa Amini. Oui, Mahsa, merci. Ça se passe le 16 septembre 2022. Elle est arrêtée pour port de voile non conforme et on l'emprisonne. Et puis, elle va mourir. Et pendant 4 mois, en raison de 4 voyages, chacun d'une durée moyenne de 10 jours, vous étiez donc ce seul journaliste à pouvoir observer ce qui s'est passé. Oui, parce qu'en fait... Au cours de ce mouvement de protestation-là, qu'est-ce que vous avez vu? De quoi vous avez été témoin, Mortaza? Déjà, en fait, je suis né en Afghanistan, j'ai grandi en Iran. Je parle persan, je connais sa société, j'ai tissé des liens avec cette jeunesse. Et donc, en fait, je me suis rendu sur place parce qu'il faut pas toujours, c'est pas notre devoir seulement, en fait, partager sur les réseaux les images chocs qu'on a regardées de ce mouvement. Et je me suis dit, non, je vais sur le terrain pour creuser, enquêter et donner la parole à cette jeunesse incroyablement courageuse. Donc en fait, au début, on a entendu parler des manifestations qui manifestent, ils manifestent. Et ce mouvement est devenu historique, un mouvement historique parce que les hommes étaient aussi aux côtés des femmes. Oui. Et ces hommes, on parle de ce couple qui se sont rencontrés dans ce mouvement et donc elle aidait en fait, tous les deux en fait aidaient des cliniques clandestines, notamment les graphistes de l'ombre, toutes ces affiches qu'on a regardées, des belles affiches sur les réseaux sociaux, on a partagé, on a liké, et donc derrière ces affiches sont des artistes, des graphistes qui travaillent depuis sa chambre à Téhéran.
Ouais. Donc, on a voulu donner la parole à cette jeunesse qui le construit, en fait, ce changement. Qui aujourd'hui, on pense qu'en fait, le mouvement Famille Liberté est éteint. Mais non. Ben, écoutez, là, selon les ONG, c'est un mouvement qui a été massivement réprimé là, par les autorités iraniennes. Au moins 551 morts. On imagine que ce sont des chiffres conservateurs. Des milliers de personnes arrêtées. 31 femmes seulement ont été exécutées en 2024, selon Iron Human Rights. Là. Vous dites que le mouvement continue malgré ça, Mortaza? Je vous dis pourquoi, après Ouais. ces chansons. Ah. Vous avez un côté réalisateur, hein, vous prenez le contrôle, on aime ça, Mortaza, quand Regardez, même. je suis un réalisateur. J'ai réalisé plusieurs documentaires pour Oui. Arte Reportage et ailleurs. Absolument, on le saurait. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Donc, on vient d'entendre l'hymne de la femme. En fait, cette chanson du mouvement Famille Liberté, qui est au nom de Mahsa Amini, quand même au nom de ces filles, de cette fille courageuse tuée par les gardiens de la Révolution, par la police des mœurs en Iran. Et donc, en fait... Est-ce qu'on peut entendre ça légalement en Iran, cette chanson-là? Ah bah non, pas du tout. En Ah fait, ouais. comme on a vu avec Parasto Hamadi, qui a chanté en fait sans le foulard qui s'affichait sur le YouTube, Ouais, ouais. il a été arrêté. Aujourd'hui, sans surveillance, aujourd'hui, attend son jugement. Et donc, pour dire qu'en fait, cette jeunesse aujourd'hui en Iran continue de créer d'autres formes de résistance. Il organise des concerts clandestins, il organise des théâtres clandestins, des soirées clandestines. Et donc, en fait, ça, c'est aussi... Parfois aussi, la résistance, c'est de garder l'espoir. C'est garder l'espoir parce que malgré cette répression, aujourd'hui, beaucoup de gens ont été exécutés en Iran. Il y a beaucoup de jeunes, en fait, ont été arrêtés, détenus parce qu'en fait, le foulard est mal ajusté, comme l'histoire de Mahsa Amini. Oui. Donc, en fait, cette jeunesse continue encore, ce mouvement est vivant. On l'a Famille souvent Liberté. dit en 2009, on l'a dit aussi dans ces manifestations-là, que le régime vacillait, qui était sur le banc. Est-ce qu'il est vraiment menacé ou il est encore très solide là-bas? Ben, en fait, le régime faiblit de plus en plus, se faiblit de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'arrive pas à appliquer la loi passée au Parlement iranien, le hijab et chasteté. Et la police des mœurs n'arrive pas à l'appliquer en fait dans les rues parce qu'en fait, ils ont peur. Et ben, ils ont peur parce qu'en fait, la jeunesse espère la chute du régime iranien, qu'on a vu en fait la chute du régime à Bachar el-Assad. Et donc, en fait, ce En sera qui Syrie. le prochain? Ben, ce Oui. sera en Syrie. Donc, voilà. Et donc, en fait, malgré tout ça, en fait, on voit aussi les femmes afghanes à côté parce que c'est incomparable voir en fait la situation en Iran, en Afghanistan, mais c'est deux régimes qui les deux voisins. Oui. On voit avec les talibans en fait comment ils font pour en fait réprimer les femmes afghanes, à côté réprimer les femmes iraniennes. Donc en fait c'est important parce qu'en fait cette jeunesse est unie. Cette jeunesse ne demande pas seulement le changement. Je le répète, et elle le construit. Mais tant mieux, ça c'est un message d'espoir important, bien sûr. Femme, vie, liberté, cet ouvrage, un reporter infiltré au cœur de la révolte iranienne, Mortaza Beboudi, est publié dans quelques semaines aux éditions du Rocher. Merci. Il est déjà en précommande dans les libraires. Voilà, ça c'est bien de le dire. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci.